Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille, l'émission qui vous présente nos avocats spécialistes qui sont là pour répondre à toutes vos questions sur avocat.net. Vous adressez toutes vos questions par net et nous on vous répond ici en plateau dans les émissions. Aujourd'hui, nos avocats sont Maître Dalia Arfi El-Kaïm, notre avocate en droit commercial. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Bienvenue. Merci. À vos côtés, notre avocat en droit social, droit du travail, Maître Ernest Sfez. Bonjour Ernest. Bonjour Yves. Et juste à côté de vous Ernest, eh bien, notre avocat pénaliste Madou Koné. Bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue à tous les trois. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de sélectionner les questions envoyées sur avocat.net. Et la première question, donc en droit commercial, on commence avec vous Dalia. Je veux monter une entreprise avec mon épouse. Bonne idée. S'il s'entend bien avec son épouse, hein, si on est plutôt dans le droit de la famille. C'est pas facile de travailler avec son conjoint. Oui. Alors, quel sera le meilleur statut pour elle, associé, salarié ou autre? Voilà, qu'est-ce qui est mieux lorsqu'on a son conjoint de choisir comme statut pour son conjoint? Alors effectivement, depuis 2006, il y a l'obligation de faire un choix pour le statut du conjoint. Soit le conjoint peut être salarié, soit il peut être collaborateur, soit il peut être associé. Dans tous les cas, on a un couple qui décide de monter une entreprise, on va constituer un dossier de création de société et on va faire une immatriculation et une inscription auprès du centre de formalité des entreprises. Donc cette inscription, ce choix, c'est à ce moment-là qu'il s'effectue. Et ensuite, ce choix sera reporté soit au répertoire des métiers si l'activité relève de l'artisanat, soit au registre du commerce et des sociétés si effectivement cela relève du droit des sociétés, donc voilà. des sociétés, donc exactement, RCS. Exactement. Alors, tout d'abord, le choix de conjoint salarié. Bon, c'est le choix le plus protecteur pour le conjoint. C'est un choix qui peut être intéressant parce que du coup, le salarié va se constituer des droits à la retraite. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est quand même difficile pour le conjoint, enfin pour la façon dont l'entreprise va être montée parce qu'il va falloir cotiser, donc ça coûte cher. Mais c'est quand même ce qui est le plus protecteur pour le conjoint. Donc du coup, ce conjoint va être comme les autres salariés de l'entreprise. Il va toucher un salaire, on va lui éditer des bulletins de paie, il va toucher des congés payés, il va être soumis aux mêmes horaires que les autres salariés. Il ne faudra pas lui concéder un avantage particulier. Oui, parce que le patron, ce sera le mari, hein, voilà. Ernest, en droit du travail. Donc c'est ça aussi, c'est un peu... Mais bon. Voilà, mais il ne faudra pas qu'il ait un avantage particulier et donc sera soumis aux mêmes règles de fonctionnement de l'entreprise. Il pourrait y avoir un contrat de travail à temps partiel, mais dans ces cas-là, on conseille effectivement de bien noter toutes les heures supplémentaires qui pourront être effectuées en cas de... Parce que s'il y a un contrôle URSSAF, ils peuvent nous dire attention, c'est un temps plein déguisé, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Ouais. Mais ça présente quand même beaucoup d'intérêts parce que du coup, le conjoint va pouvoir se constituer un droit à la retraite, enfin un certain nombre d'intérêts qui fait que moi je préconise plutôt cette solution dès lors que l'entreprise est susceptible d'en assumer le coût. Et le soir au dîner, lorsqu'il parle du boulot, c'est pas des heures sup quand même. Ah bah chérie, on a parlé entre la salade et le dessert du dossier de Monsieur Dupont, je te mets 2 heures d'heures sup. Hein. Attention quand même. Alors, il y a un deuxième statut, le statut de conjoint collaborateur, qui est envisageable pour les entreprises individuelles ou pour les petites sociétés, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent en EURL ou alors les SARL, mais qui ont moins de 20 salariés. Donc le statut de conjoint collaborateur, finalement, le conjoint ne reçoit pas de rémunération en contrepartie. Il collabore à l'activité de son conjoint, il est immatriculé en tant que collaborateur, il participe activement à la vie de l'entreprise. Ça présente alors du coup, ça coûte pas cher, évidemment, à l'entreprise, et ça présente un intérêt parce qu'en cas de divorce, il pourra toujours venir prétendre à un droit à récompense, entre guillemets, pour pouvoir récupérer le fruit du travail qu'il aura donné pendant X et X années. Et également, ça présente un certain nombre d'intérêts en matière de droit des successions. Lorsqu'il a eu 10 ans de présence, du coup, ça lui donne des avantages particuliers en droit des successions. Donc, c'est un statut qui est également intéressant. Lorsqu'il est collaborateur, il intervient en qualité de mandataire de son conjoint. Il peut signer des actes, il peut signer par exemple des contrats, il peut signer un certain nombre de documents qui font qu'il participe activement à la vie de l'entreprise. Et le troisième statut, c'est le statut d'associé. Associé en 30 voilà, secondes. Associé, c'est comme un associé normal. Donc vous prenez, vous investissez, vous mettez donc de l'argent. Du capital. Voilà, ça peut être un apport en industrie, c'est-à-dire on apporte son savoir-faire si on est dans le cadre d'un apport en nature, si c'est le conjoint, ça peut être mal perçu. Hein, non, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais bon. Un apport en industrie si on est dans le cadre d'une SARL. Et puis on va pouvoir participer à la vie de l'entreprise de façon très effective. Donc c'est un statut qui est également intéressant. Voilà. Sur les 3 statuts, moi je préconise plutôt salarié. J'allais vous demander un mot salarié, à votre avis, associé ou collaborateur, si c'est votre réponse, c'est salarié plutôt. Mais il y a un coût.
Mais il y a un Ah bah, coût. ça a un coût, C'est mais ça. voilà. Et puis ça peut entraîner après des Sinon, associé, litiges. c'est bien. Sinon, on peut être salarié. Entre le patron et le salarié. On peut être associé et salarié aussi. Ah, C'est possible. on peut le faire. Alors justement, on parle de droit du travail. On va parler de droit du travail avec vous, maître Ernest Sfez, avec une question qui vous intéresse. Je ne sais pas si c'est par un conjoint ou quoi, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Je suis employeur et j'ai un contentieux avec l'un de mes salariés et mon expert comptable me conseille d'éviter les prud'hommes. Ah, qu'ai-je à craindre de cette juridiction qui a une réputation de condamner toujours les employeurs, nous dit ce téléspectateur. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Ernest, est-ce qu'on peut dire déjà que majoritairement ce sont les employeurs qui sont condamnés? Statistiquement, oui. Oui. Oui, malheureusement. Mais d'un autre côté, souvent, l'employeur réagit de manière épidermique. C'est-à-dire que quand il a un contentieux ou un clash avec un de ses salariés, avec sa femme. Exemple, pourquoi pas, il va tout de suite intervenir rapidement et il va prendre souvent des décisions hâtives. Alors, quand un salarié se retrouve devant le conseil des prud'hommes avec un dossier vide au niveau de l'employeur, il va automatiquement gagner. Et le problème des experts comptables, c'est que les experts comptables, bon, je ne vais pas avoir de diatribe contre eux, mais ont une compétence en matière de comptabilité. Et en fait, c'est une compétence supplémentaire qu'ils accordent à leurs clients en leur donnant une faculté d'assistance au niveau du droit du travail. Et cette assistance est souvent insuffisamment travaillée. Pourquoi ? Parce que quand on commence à préparer un dossier de licenciement, il faut avoir un dossier disciplinaire antérieur. Sauf cas exceptionnel, je veux dire, on prépare un dossier, on avance sur ce dossier et on ne va pas se jeter directement dans la fosse aux lions. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a toute une série de règles de procédure de plus en plus compliquées. Et au niveau du Conseil des prud'hommes, simplement un défaut d'entretien préalable, un non-respect de la procédure, un manque. Je veux dire, je vais donner un exemple concret qui va être symptomatique du danger de l'absence de constitution du dossier. Vous avez un salarié qui, par exemple, a volé dans la caisse. Que va faire l'employeur ? Immédiatement, je vais le licencier. Il va peut-être mettre connaît déjà, parce que c'est du vol. Peut-être. Bon, à part ça, il va le licencier. Il va le licencier. Alors, il peut, entre guillemets, commencer bien la procédure en disant, voilà, je vais le convoquer en entretien préalable. Et dans l'entretien préalable, je dis, monsieur, vous avez volé dans la caisse 3 500 €, tel jour à telle heure. C'est une situation inadmissible. Je vous convoque pour un entretien préalable pour votre licenciement. On respecte la procédure. L'expert comptable prépare tous ces éléments. Et ensuite, et c'est un cas que j'ai eu l'occasion de voir, en notifiant le licenciement, on va marquer suite à notre entretien, nous vous confirmons votre licenciement pour faute lourde. On va devant le Conseil des prud'hommes. Et là, cette affaire est allée jusqu'en cour d'appel. La cour d'appel constate que la lettre de licenciement ne mentionne pas les griefs réels. Pas de motivation. La condition d'une lettre de licenciement. Une lettre de licenciement doit être extrêmement précise et circonstanciée. Malheureusement, elle est souvent insuffisamment motivée. Elle doit être précise dans les faits, les motifs, et insister beaucoup sur la nature et la gravité de la faute commise pour pouvoir justifier la sanction. Si vous n'arrivez pas à avoir cette correspondance, eh bien, malheureusement, le Conseil des prud'hommes va être assez dur vis-à-vis de l'employeur. Alors, cette réputation, malheureusement, elle est exacte. Et souvent, quand l'employeur a raison, eh bien, il n'obtiendra pas, ou très rarement, gain de cause au niveau des frais qu'il a pu engager, parce qu'on considère qu'il y a un déséquilibre financier entre l'employeur et le salarié, ce qui n'est pas toujours vérifié, qui n'est pas toujours exact. Et souvent, effectivement, l'employeur va avoir un coût pour sa défense et rarement un dédommagement quand il gagne. Et quand il perd, effectivement, il peut perdre beaucoup. Oui, parce qu'il y a aussi des petits patrons. Voilà, on n'est pas forcément un employeur richissime. Mais il arrive aussi, et ça m'est arrivé également, dans l'occasion d'une procédure, à la barre, quand j'étais président au niveau du Conseil des prud'hommes, d'avoir invité mes collègues salariés sur un dossier qui était mal ficelé, en essayant d'obtenir une conciliation à la barre qui a permis d'éviter des conséquences plus graves au niveau de la petite entreprise. C'est plus sage, bravo. C'est plus sage. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc on a bien compris, les employeurs, parfois il y a des erreurs de procédure parce qu'ils sont parfois mal conseillés, et donc ce qui entraîne aussi dans ces statistiques, souvent cette réputation que les employeurs se font ramasser au Conseil des prud'hommes. Merci beaucoup Ernest. À vos côtés, Madou Koné qui est déjà sur le dossier du voleur de 3 500 €, là il est en train de préparer la plaidoirie. Mais à part ça, on a reçu une autre question pour vous Madou, notre avocat pénaliste. Peut-on demander l'effacement de son casier judiciaire ? Comment faut-il s'y prendre ? C'est vrai que parfois, une condamnation, ça vous traîne toute votre vie et ça vous bloque pour faire d'autres choses. Et ce qu'on peut demander, c'est que ça soit effacé. C'est la question qui concerne la seconde chance. A-t-on le droit à une seconde chance ? Effectivement, pour répondre à cette question, il faut comprendre le fonctionnement de la sanction pénale. À quoi sert une sanction pénale ? La sanction pénale a deux volets.
elle a un volet préventif. Il faut prévenir la réitération de l'infraction. Il faut montrer l'exemple. C'est l'exemplarité de la sanction. Elle a aussi un volet répressif. Il faut sanctionner l'auteur de l'infraction. Il a commis une infraction, il doit payer sa dette envers la société. Dès lors que cette personne a été condamnée, qu'elle a donc payé sa dette, on peut se poser la question par la suite de savoir ce qu'elle devient. Va-t-on lui laisser une seconde chance ou pas? Puisqu'il arrive fréquemment que des personnes, lorsqu'elles sont assez jeunes, commettent des délits ou des crimes, et que par la suite, avec une prise de conscience de la vie, une maturité naissante, voilà, l'assagissement, que ces personnes se rendent compte effectivement qu'elles ont mal agi, et aujourd'hui elles se retrouvent coincées parce qu'elles ne peuvent plus exercer certaines fonctions, notamment les fonctions administratives dans des ministères ou dans des mairies, puisque effectivement les mairies, les administrations demandent un bulletin numéro 2 du casier judiciaire vierge. C'est le cas des avocats de plein de professions. Hein. Oui, voilà, effectivement, même pour être avocat. Donc, cette question a tout son sens, puisque beaucoup de gens ont des casiers judiciaires chargés et ne sont plus du tout dangereux pour la société, sont parfaitement réinsérés. J'ai un cas qui m'a été présenté un jour dans mon cabinet, puisque une personne s'est présentée à moi, elle était parfaitement réinsérée. Cette personne s'est mariée, a eu 2 enfants et travaillait sans difficulté pendant plus de 10 ans, sans aucune difficulté. Donc, la personne m'a demandé de faire une requête, puisque c'est ce qu'il faut faire. Oui, une requête. Qu'est-ce qu'on peut faire alors justement? Voilà, ce qu'on peut faire concrètement, c'est qu'on peut faire une requête auprès du procureur de la République, puisque c'est le procureur de la République qui est compétent. Je conseille à la personne qui a posé cette question de prendre un avocat qui préparera une requête motivée, puisque cette requête doit démontrer au procureur de la République qu'effectivement la personne est réinsérée, qu'il n'y a plus de difficulté avec cette personne et qu'aujourd'hui, on peut lui donner une seconde chance. Donc cette requête doit passer par avocat et c'est dans ces conditions qu'effectivement on peut obtenir un résultat assez intéressant concernant la réponse du magistrat. Donc c'est possible, déjà au niveau de la procédure. Requête au procureur, il faut expliquer qu'on est réinséré, expliquer aussi peut-être que la condamnation inscrite, ça nous bloque dans différentes choses. Voilà. Et puis ça passe généralement, ça, si on a des chances d'aboutir ou... Tout à fait, oui, ouais. C'est au cas par cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un avocat, puisque c'est ce qui permet de bien démontrer que la personne est réinsérée et qu'elle n'a absolument plus aucun comportement délictueux ou autre. Donc avec un avocat, on a plus de chances pour sa deuxième chance. Tout à fait. Voilà, sa seconde chance. D'un point de vue administratif, est-ce que les services du parquet gèrent, entre guillemets, les dossiers? Parce que est-ce qu'on les efface? Parce que moi, je me suis retrouvé régulièrement dans des affaires de tribunal de police ou autre, on se retrouvait avec un casier qui n'était pas a priori normal pour pouvoir maintenir les inscriptions, quoi. Ouais. Donc bon, en tout cas, c'est vrai que lorsqu'il y a des incidents ou dans un formalisme qui est un peu défaillant, on peut peut-être en profiter pour faire un recours. Pour faire le recours. Et effectivement, les services du procureur de la République gèrent cette question, puisque c'est eux qui reçoivent les requêtes et qui se chargent des suites à donner à la demande. Merci beaucoup, mon cher Madou Koné, pour cette réponse donc, sur le casier judiciaire. Peut-être soyez rassurés. En tout cas, il y a des moyens d'effacer vos casiers. Vous qui nous regardez, si vous avez un casier judiciaire un peu chargé ou light, mais enfin, on peut encore le rendre vierge. Hein, après tout, finalement, pourquoi pas? On a droit à une seconde chance, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le plateau d'avocats. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions à poser à nos avocats, ils sont là pour y répondre. www.avocat.net. On les remercie bien sûr de jouer le jeu, de répondre à toutes vos questions. J'espère que chez vous, en tout cas, ça vous apporte des éléments de réponse et peut-être parfois ça peut vraiment vous aider de manière très concrète. Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouvel avocat. Salut.